Ce chapitre présente l'un des types internes les plus utiles de Python, les listes. Tout comme une string, une liste est une séquence de valeurs. Dans une string, les valeurs sont des caractères. Dans une liste, elles peuvent être n'importe quel type. Les valeurs d'une liste sont appelées des éléments. Donc il existe plusieurs manières de créer une nouvelle liste. La plus simple, c'est d'entourer les éléments avec des crochets. Donc par exemple, on peut faire... Donc le premier exemple, c'est une liste de 4 entiers. Le deuxième exemple, c'est une liste de 3 strings. Mais les éléments de la liste, ils ne doivent pas nécessairement être du même type. Donc je vais donner une liste qui contient une string, un nombre entier, un nombre décimal et une autre liste. Donc une liste à l'intérieur d'une autre liste comme ça, c'est une liste imbriquée. Une liste qui contient aucun élément, ça s'appelle une liste vide. Et on peut en créer une en utilisant 2 crochets comme ça. Donc on peut aussi assigner des listes à des noms de variables. Donc si on fait fromage, on va voir comment on peut modifier des listes. Donc la syntaxe pour accéder aux éléments d'une liste, c'est la même que pour accéder aux caractères d'une string, c'est-à-dire l'opérateur crochet d'indexation. L'expression entre crochets, elle spécifie l'index. Il faut se rappeler que les index commencent à 0. Donc, si on a fromage 0, on obtient camembert. Contrairement aux strings, par contre, les listes sont modifiables. Donc lorsque l'opérateur d'indexation apparaît à gauche de l'assignation, il identifie l'élément de la liste auquel la valeur sera assignée. Donc, si on fait nombre 1 égale 5, nombre. Donc on a changé la valeur de l'index numéro 1 de 123 à 5. Les index de liste fonctionnent de la même manière que les index de string. Donc toute expression entière peut être utilisée comme index. Si tu essayes de lire ou d'écrire un examen qui n'existe pas, tu vas obtenir une index error. Et si un index a une valeur négative, il compte en sens inverse à partir de la fin de la liste. Donc l'opérateur in peut également être utilisé sur des listes. Par exemple, si on fait brie in fromage, on obtient true. Et si on fait roquefort in fromage, on obtient false. Maintenant, on va voir comment on peut parcourir une liste. Donc, la manière la plus courante de parcourir les éléments d'une liste, c'est avec une boucle for. La syntaxe, elle est la même que pour les strings. Cela fonctionne bien si tu veux juste lire les éléments de la liste, mais si tu veux modifier ou mettre à jour les éléments, tu vas avoir besoin des index. Donc une manière courante de faire ça, c'est d'utiliser les fonctions internes range et len. Cette boucle, elle parcourt la liste et elle met à jour chaque élément. Donc len renvoie le nombre d'éléments dans la liste. Range renvoie une liste d'index allant de 0 à n-1 où n est la longueur de la liste. Et à chaque passage dans la boucle, i prend la valeur de l'index de l'élément suivant. Ensuite, l'instruction d'assignation dans le corps utilise i pour lire l'ancienne valeur de l'élément et pour lui attribuer la nouvelle valeur. Si on se sert d'une boucle for pour parcourir une liste vide, le corps de la boucle ne s'exécutera pas. Bien qu'une liste peut contenir une autre liste, la liste imbriquée compte toujours comme un seul élément. Par exemple, si on a comme on peut le voir, la longueur de cette liste est 4. Maintenant, on va parler des opérations qu'on peut faire sur une liste. Donc, premièrement, il y a l'opérateur plus qui concatène des listes. Donc, si on fait A égale... Ensuite, on a l'opérateur fois qui répète une liste un nombre donné de fois. Voilà, le premier exemple répète 0 54 fois et le second exemple répète la liste 1, 2, 3 fois. Maintenant, on va parler de trancher les listes. Donc, on peut trancher une liste de la même manière qu'on peut trancher une string. Donc, l'opérateur, il est le même. C'est-à-dire que si on a une liste t égale comme pour les strings, si on nommait le premier index, la tranche commence au début de la liste. Et si on nommait le deuxième, la tranche s'étend jusqu'à la fin de la liste. Et si on nommait les deux, la tranche fait une copie de la liste entière. Puisque les listes sont modifiables, il est souvent utile de faire une copie avant d'effectuer les opérations qui modifient des listes.
Donc en fait, cet exemple, il est plus utile qu'il n'en a l'air. Ensuite, un opérateur de tranche du côté gauche de l'assignation peut mettre à jour plusieurs éléments. Donc là, on peut voir qu'on a modifié les éléments à l'index 1 et à l'index 2. Et rappelons que l'opérateur de tranche de Python inclut l'élément de départ, mais exclut l'élément de la fin de la tranche. Maintenant, on va parler des méthodes de liste. Donc Python nous donne des méthodes qui agissent sur les listes. Par exemple, on a append qui ajoute un nouvel élément à la fin d'une liste. Par exemple, si on a T, A, B, C, on fait T.append D, on affiche T, on a rajouté l'élément D à la fin de la liste. Ensuite, on a la fonction extend qui prend comme argument une liste et qui ajoute tous les éléments de celle-ci. Donc on a T1, donc dans cet exemple, on ne modifie pas la liste T2, on modifie uniquement la liste T1. Donc ensuite, on a la fonction sort qui arrange les éléments d'une liste en ordre croissant. Par exemple, si on a T égale... Et voilà, la fonction sort a mis les strings en ordre alphabétique. Donc la majorité des méthodes de liste sont vides, c'est-à-dire qu'elles modifient la liste et elles renvoient none. Par exemple, si on avait accidentellement fait T égale T.sort, on serait déçu de remarquer qu'on vient de supprimer notre liste en fait. Maintenant, on va parler d'opérations un peu plus avancées sur les listes. Donc, pour additionner tous les nombres d'une liste, on pourrait utiliser une boucle de cette manière. Donc, dans cette fonction, total est initialisé à 0. À chaque passage dans la boucle, la valeur d'un élément de la liste x est additionnée à la valeur de total. L'opérateur plus égal, il fournit un raccourci pour mettre à jour une variable. C'est ce qu'on appelle une instruction d'assignation augmentée. Donc si on a par exemple total plus égal x, ça correspond à total égale total plus x. Donc, lors de l'exécution de la boucle, total accumule la somme des éléments. Donc, une variable utilisée de cette manière s'appelle parfois un accumulateur. Mais en fait, l'addition des éléments d'une liste, c'est une opération qui est si commune que Python offre une fonction interne qui le fait, qu'on n'a pas besoin d'utiliser cette fonction, on peut juste faire somme, entre parenthèses T ou C, et on obtient 21. Donc une opération de ce genre qui combine une séquence d'éléments en une seule valeur s'appelle parfois une réduction. Donc parfois, on va avoir envie de parcourir une liste en construisant une autre liste. Par exemple, la fonction que je vais donner, elle prend une liste de strings et elle renvoie une nouvelle liste qui contient ces strings en majuscules. Dans cette fonction, res est initialisé à une liste vide. À chaque tour de la boucle, on lui ajoute l'élément suivant. Donc res est en fait juste un autre genre d'accumulateur. Donc une opération comme mettre tout en majuscule est parfois appelée un map, car elle map ou elle applique une fonction, dans ce cas la méthode upper, à chacun des éléments d'une séquence. Une autre opération commune, c'est de vouloir sélectionner certains éléments d'une liste et de renvoyer une sous-liste. Par exemple, je vais donner une fonction qui prend une liste de strings et qui retourne une liste qui contient seulement les strings qui sont en majuscules. On peut voir que cette fonction, elle nous retourne une liste sans gruyère, car gruyère n'était pas tout en majuscule. Donc la méthode isUpper, c'est une méthode de string qui renvoie true si la string ne contient que des lettres majuscules. Une opération comme seulement majuscule, on appelle ça un filtre, car elle sélectionne certains des éléments et filtre les autres, comme ici gruyère. La plupart des opérations communes de liste peuvent être exprimées comme une combinaison de mappage, de filtrage et de réduction. Si tu connais l'index de l'élément que tu veux supprimer, tu peux utiliser la méthode pop. Donc si on a t égale pop modifie la liste et renvoie l'élément qui a été supprimé. Si tu fournis aucun index, elle supprime le dernier élément et renvoie sa valeur. Donc si on refait pop, si tu n'as pas besoin de la valeur supprimée, tu peux utiliser l'opérateur del. Et si tu connais l'élément que tu veux supprimer mais pas son index, tu peux utiliser remove.
La valeur de retour de remove, c'est none. Pour supprimer plus d'un élément dans une liste, tu peux utiliser del avec un indice de tranche. Comme d'habitude, la tranche sélectionne tous les éléments jusqu'au second indice, mais sans inclure le second indice. Donc dans ce cas, l'opérateur de tranche fonctionne de la même manière que d'habitude. Maintenant qu'on a vu les similitudes entre les listes et les strings, on va parler des différences. Donc une string, c'est une séquence de caractères et une liste, c'est une séquence de valeurs. Mais une liste de caractères, c'est pas la même chose qu'une string. Pour convertir une string en une liste de caractères, on peut utiliser la fonction list. Si on a s égale bonjour, on fait t égale list s t. Donc comme list est un nom de fonction interne, il faut qu'on évite de l'utiliser comme nom de variable. J'évite aussi d'utiliser la lettre L car elle ressemble trop au chiffre 1. C'est pour ça que j'utilise la lettre T. La fonction list, elle décompose une string en lettres individuelles. Donc si on veut découper une string en mots, on peut utiliser la méthode split. Split accepte un argument optionnel qu'on appelle un délimiteur ou un séparateur qui spécifie quel caractère utiliser comme limite de mots. Donc par exemple, si on a Ensuite, on a la méthode join qui est l'inverse de la méthode split. Elle prend une liste de strings et concatène les éléments. Donc join, c'est une méthode de string, donc il faut l'invoquer sur le délimiteur et passer la liste en paramètres. Dans cet exemple, le séparateur, c'est un trait d'union, donc join insère un trait d'union entre les mots. Pour concaténer les chaînes sans caractère, on peut utiliser la string vide comme ça. On obtient les mots concaténés ensemble sans caractère qui les sépare. Maintenant, on va parler de la différence entre les objets et les valeurs. Donc, si on exécute ces instructions d'assignation, donc on sait que A et B se réfèrent tous les deux à une string, mais on ignore s'il s'agit de la même string, c'est-à-dire qu'il existe deux états possibles et donc deux diagrammes d'état possibles. Soit A est assigné à une string banane et B est assigné à une autre string banane, soit A et B sont tous les deux assignés à la même string banane. Donc dans un des cas, il y a A et B qui se réfèrent à deux objets différents qui ont la même valeur, et dans le second cas, ils se réfèrent au même objet. Pour vérifier si deux variables font référence au même objet, on peut utiliser l'opérateur is. Donc on peut faire A is B. On obtient true, et donc dans cet exemple, Python a créé un seul objet string auquel A et B se réfèrent tous les deux. Mais lorsqu'on crée deux listes, on obtient deux objets. Donc le diagramme d'état pour ces instructions, il ressemble plutôt à ça. Dans ce cas, on dirait que les deux listes sont équivalentes parce qu'elles ont les mêmes éléments, mais elles ne sont pas identiques car il ne s'agit pas d'un même objet. Si deux éléments sont identiques, ils sont aussi équivalents, mais s'ils sont équivalents, ils ne sont pas nécessairement identiques. Donc jusqu'à présent, on a utilisé objet et valeur de manière interchangeable, mais dire qu'un objet a une valeur est plus exact. Si on évalue l'expression 1, 2, 3, on obtient un objet liste dont la valeur est une séquence d'entiers, mais si une autre liste a les mêmes éléments, on dit qu'elle a la même valeur, mais que ce n'est pas le même objet. Maintenant, on va parler de l'aliasing. Donc si A se réfère à un objet et qu'on écrit B égale A, alors les deux variables feront référence au même objet. Par exemple, donc l'association entre une variable et un objet s'appelle une référence. Dans cet exemple, il existe deux références vers le même objet. Donc un objet qui a plus d'une référence a plus d'un nom, et donc on dit que l'objet est un alias. Si l'alias de l'objet est mutable, alors les modifications apportées à un alias affectent l'autre. C'est-à-dire que si on fait B entre crochets 0 égale 42, eh bien dans A, on a également modifié l'index numéro 1. Bien que ce comportement puisse être utile, il est source d'erreurs, donc en général, il est plus sûr d'éviter l'aliasing lorsque tu travailles avec des objets modifiables. Pour les objets immuables comme les strings, l'aliasing ne pose pas autant de problèmes parce que dans cet exemple,
Cela change presque rien si A et B se réfèrent à la même string ou pas, puisque de toute façon, on ne peut pas la changer. Maintenant, on va parler de ce qui se passe quand on passe une liste comme argument à une fonction. Donc, ce qui se passe, c'est que la fonction elle reçoit une référence vers la liste. Si la fonction modifie la liste, l'appelant voit la modification. Par exemple, si on fait une fonction supprimer premier qui supprime le premier élément d'une liste, donc voici un diagramme qui représente l'état du programme à ce stade. On a une variable lettre qui est une référence à la liste, et ensuite, une fois qu'on est dans la fonction supprimer premier, on a un paramètre t qui est également une référence à la même liste. Donc il est vraiment important de faire la distinction entre les opérations qui modifient des listes et les opérations qui créent de nouvelles listes. Par exemple, la méthode append, elle modifie une liste, mais l'opérateur plus, il crée une nouvelle liste. Si on a T1, il faut se rappeler que append modifie la liste et renvoie none. L'opérateur plus, en revanche, il crée une nouvelle liste et il laisse la liste initiale inchangée. Donc cette différence, elle est importante lorsqu'on écrit des fonctions qui sont censées modifier des listes. Par exemple, je vais montrer une fonction qui supprime pas le premier élément d'une liste. L'opérateur de tranche, il crée une nouvelle liste et l'assignation fait de T la référence de cette liste, mais cela n'a aucun impact sur l'appelant. Donc par contre, si on a T4 égale, donc au début de mauvaise supprimer premier, T et T4 se réfèrent à la même liste. À la fin, T se réfère à une nouvelle liste, mais T4 fait toujours référence à la liste originale non modifiée. Donc une autre possibilité consiste à écrire une fonction qui crée et retourne une nouvelle liste. Par exemple, tail renvoie tous les éléments d'une liste sauf le premier. Donc cette fonction, elle laisse la liste originale non modifiée. Maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir sur les listes, on va passer à quelques conseils pour débugger. L'utilisation négligente des listes et d'autres objets muables, elle peut conduire à de longues heures de débugage. Voici quelques pièges et les moyens de les éviter. Donc premièrement, la majorité des méthodes de liste modifient l'argument et retournent none. Donc les méthodes de chaîne, en revanche, elles renvoient une nouvelle chaîne et laissent l'original inchangé. Donc si tu es habitué au string, tu vas être habitué à écrire des choses comme ça. Mais donc si tu fais ça avec une méthode de liste comme sort qui renvoie none, il est très probable que la prochaine opération que tu effectues avec t échouera. Donc avant d'utiliser des méthodes et des opérateurs de liste, il faut lire attentivement la documentation et ensuite les tester en mode interactif pour vraiment comprendre le comportement de la méthode. Donc ensuite, il est intelligent de choisir une syntaxe et de s'y tenir. Une partie du problème avec les listes, c'est qu'il y a trop de façons de faire les choses. Par exemple, pour supprimer un élément d'une liste, on peut faire pop, on peut faire remove, on peut faire del, ou on peut même faire une assignation de tranche. Donc pour ajouter un élément, on peut utiliser la méthode append ou l'opérateur plus. En supposant que T est une liste et que X est un élément, ces instructions sont correctes. Et puis ces instructions sont incorrectes. Donc je te conseille d'essayer chacun de ces exemples en mode interactif pour t'assurer que tu comprends bien ce qu'ils font. À noter que normalement, seule la dernière instruction provoque une erreur d'exécution, mais que comme ici j'ai changé la liste à none, eh bien j'ai eu une erreur aux deux instructions suivantes. Mais malgré le fait que ces trois instructions sont permises à la base, elles ne font pas ce qu'on recherche ici. La troisième chose, c'est de faire des copies pour éviter l'aliasing. Donc si on veut utiliser une méthode qui modifie l'argument comme sort, mais qu'on doit également garder la liste originale, on peut faire une copie. Donc si on fait t égale. Et donc dernièrement, je donne un exemple d'utilisation de la fonction interne sorted qui retourne une nouvelle liste triée et laisse l'original inchangé. Donc si on a t2 égale sorted t, t2, t, t2.